rendre compte du chaos et de l'incertitude dans un pays qui se referme petit à petit sur lui-même. Une problématique que connaître bien Lisa Romboudoul, journaliste depuis près de 20 ans pour TF1 et correspondante de guerre depuis une décennie. Ses reportages en Irak et en Syrie ont notamment été distingués par le prix Grand Reporter en 2018, lors de la cérémonie des lauriers de la radio et de la télévision. Tout récemment, elle a été l'une des premières journalistes françaises à être entrée dans Kaboul après la prise du pouvoir de l'Afghanistan par les talibans en août dernier. Durant près de 3 semaines, son caméraman Romain Reverdy et elle sont partis en quête des images et de témoignages, à la rencontre de la population afghane plongée dans la peur, la panique et l'attente. Rentrée il y a quelques jours à peine de reportage, Lisa Romboudoul a accordé une interview à 20 minutes. Ça n'y est pas vraiment passe comme une mission classique. Le 15 août, Kaboul tombe. Le 16 au matin, comme toutes les rédactions du monde je pense, on se dit, comment on fait? Est-ce qu'on fait? Toutes les lignes aériennes normales étaient interrompues. Les frontières fermées JLID aller au Qatar parce que, là-bas, des talibans étaient toujours en train de négocier avec les Américains sur le départ des troupes. J'y vais le lendemain et, pendant 4 jours j'y essaie d'obtenir l'interview d'un leader. Grâce à des contacts, je le rencontre puis je lui demande son aide pour aller à Kaboul. Il avait dit que les talibans avaient changé, qu'ils voulaient s'ouvrir au monde, un discours avec sûrement beaucoup de « comme » et une stratégie derrière, mais il y avait quand même un message nouveau et intéressant à décrypter. Je lui ai donc demandé de m'aider à y aller pour voir s'il y avait vraiment du changement. Accepte. Quel accord des Qataris on a pu prendre un avion militaire avec quelques autres médias internationaux qui étaient à Doha pour suivre les négociations. On se retrouve à Kaboul un dimanche après-midi, une semaine exactement après la prise de la ville. Ça n'a pas été facile de sortir de l'aéroport, ça nous a bien pris 6 ou 7 heures. Les Américains nous ont bloqués sur le tarmac, on ne pouvait même pas envoyer les petits reportages qu'on avait tournés tout de suite en arrivant. Il y avait des avions militaires de tous les pays, on voyait des groupes de centaines d'Afghans, des familles avec des enfants, qui passaient et montaient dans des avions. De l'autre côté on entendait des tirs en LR, on sentait trop bien qu'il y avait des regroupements. Cet aéroport était devenu un endroit incroyable de tension, d'émotions et d'événements. On a réussi à en sortir avec elle et de quelques contacts et on se retrouve dans un hôtel au CA de Kaboul. Les talibans le contrôlaient, ils étaient à l'extérieur et à l'intérieur. Ils arrivaient même de prendre le petit déjeuner avec des talibans et leur kalachnikov en bandoulière, qui faisaient la queue comme nous pour avoir une omelette ou du porridge. Cela avait un code complètement irréel. Et la tension montait, à tel point que j'y ai décidé de couvrir mes jambes, j'y avais mon Jean Slim, et on avait fait quelques remarques dans la rue, j'y ai compris que mon foulard ne suffisait plus. Mon caméraman est acheté un camis, une tunique afghane et moi une abaya. On continue nos reportages comme ça, avec une voiture locale, pas du tout type ONG ou journaliste. Personne ne nous remarquait quand on sortait de notre hôtel. Mais Kaboul n'est pas vraiment une zone de guerre, c'est un peu particulier. Il y a des tirs la nuit, on sent que c'est être tendu, mais ce n'est pas la guerre entre deux groupes. Quand on arrive, la vie a un semblant de vie normale, et je dis bien un semblant, il y a quand même des pick-up sur lesquels des groupes de talibans armes scrutent le moindre mouvement, n'hésitant pas à fouetter les gens dans la rue, à tirer en LR. Ce n'est pas une zone de guerre mais on se dit qu'on peut très bien être cible d'un kidnapping. Les groupes de talibans appartiennent à des mouvances plus ou moins guerrières et religieuses et n'affichent pas forcément le même esprit d'ouverture que les leaders que j'y ai rencontrés à Doha. Avant, les ONG et les journalistes étaient un peu repères comme des personnes protégées, il suffisait de mettre presse sur son gilet pare-balles ou sur son casque et cela faisait comme une protection latente.
Le journaliste était là pour faire autre chose que la guerre. Maintenant, avec les guerres qui changent de mode des opérations, il y a des groupes terroristes, des miliciens, des espions dans la rue. Il peut aussi être considéré comme une cible. Une cible intéressante parce que si on le kidnappe, on peut négocier sa libération avec un État ou des autres groupes. Le journaliste, dans certaines zones, est dangereux pour certains États parce qu'il va raconter ce qu'il se passe. Il y a plus seulement des guerres de terrain mais aussi des guerres de communication et nous sommes des acteurs directs. Le danger est fréquent et à différents niveaux. Au début. Pour avoir discuté avec ce leader taliban, j'ai bien senti qu'ils avaient une volonté de communication, avec un discours clair de nous avons changé, ce qui ne est pas forcément retranscrit dans les actes âpres. J'ai saute sur cela et leur ai dit qu'ils avaient intérêt à montrer ce qu'ils faisaient sur place. J'y avais aussi quelques contacts auprès d'eux avant d'arriver et cela aide dans la mesure où, dans la rue, je savais que si j'y avais un problème, j'y avais quelques moyens de pouvoir me sortir d'une situation compliquée ou dangereuse. Après, est toujours pareil, il du reporter, expérience, intuition, tout ça ajoute, est un ensemble de choses. Était un peu compliqué d'obtenir des réponses dans la rue parce qu'ils étaient déjà dans cette atmosphère de peur obsédante on sentait un peu partout dans les villes. Tous ceux qui ne pouvaient pas partir ou se rendre à l'aéroport, était extrêmement compliqué et dangereux, se terraient chez eux. Les talibans contrôlaient la ville mais on sentait bien qu'eux-mêmes ne savaient pas trop comment faire. Il y avait que ces hommes en pick-up qui descendaient de la montagne et qui pour certains découvraient la ville, les glaces dans les petites cerises, les autotamponneuses, ceux qui avaient combattu pendant 18 ans et n'étaient jamais entrés dans une capitale ni connu la vie qui va avec. Quand je suis parti une journée à l'extérieur de Kaboul, là j'ai senti que c'était la première fois qu'ils voyaient une femme journaliste débarquer dans les rues de leur petite ville. Ils étaient un peu surpris, et on sentait chez certains la peur de me parler, de peur d'avoir des problèmes avec les talibans. D'autres ont eu beaucoup de courage et on parle. On t'explique que les femmes ne pouvaient plus sortir de leur maison, que les petites filles ne pouvaient plus aller à l'école, ils étaient obligés d'aller à la mosquée sinon ils risquaient des coups de fouet et des punitions en place publique, comme avec les talibans il y a 20 ans. J'y ai senti une différence entre Kaboul, où on pouvait encore discuter et où régnait une hésitation, et la province où on sentait déjà que la loi islamique était bel et bien appliquée. Je ne l'ai pas ressenti. Pour sortir de Kaboul, il fallait avoir une autorisation et un document à montrer pour passer les checkpoints. Lors de cette visite dans cette province, de talibans escortaient un peu dans une autre voiture mais j'y ai quand même pu sortir et interviewer des personnes. Ça a duré 1 heure mais j'y ai eu le temps de parler à des gens, en tout cas ça suffisait pour décrire l'atmosphère. Le reportage et raconter ce que les gens nous disent, ce qu'ils nous décrivent, mais aussi ce que nos yeux voient. Je pense que ça donne un côté un peu plus sensoriel au reportage et j'y ai remarqué que j'y avait beaucoup de messages, ils avaient provoqué beaucoup de réactions et des émotions. Peut-être aussi parce que j'y étais la seule femme pendant 10 jours là-bas. Je suis journaliste avant tout. Je suis une femme aussi, j'y ai peut-être une approche particulière dans certains contextes, peut-être une émotion et une intuition féminine que je ne cache pas. En mission, je ne me dis pas que je deviens un homme. De moi-même, avec mes défauts et mon énergie aussi, et je fais mon travail comme je le sens. Certains diront mais quand même, les talibans n'aiment pas les femmes, je n'y suis pas allé en me disant que comme ils n'aimaient pas les femmes, je n'allais pas aller leur parler. Oli leur parler parce que je suis journaliste. Ça fait aussi partie de ce métier d'arriver avec une certaine ouverture d'esprit, et se dire qu'on doit faire notre travail coûte que coûte. Non, je n'ai jamais eu cette impression. Je voulais y aller à Kaboul, j'y aurais tout fait pour.
Fois que j'y étais, je voulais faire mes reportages et rien n'aurait pu m'arrêter. Être une femme ou non, je m'en fichais, je m'adaptais. Un taliban refuse de me parler, alors on a mis le traducteur entre lui et moi et, à la fin, on et salut. Il aime à peine regarder mais ça est fait quand même. Les autres fois, même ils ne me regardaient pas tous dans les yeux, ce n'était pas gênant pour moi, du moment qu'ils me répondaient. Après, il y en a quand même un, qui me demande où était mon mal protecteur. Le traducteur et mon caméraman ont répondu qu'on était une équipe de tels. Il a dit que ce n'était pas normal que je me promène comme ça, que je n'avais pas le droit d'être derrière dans la voiture parce que le caméraman n'était ni mon frère, ni mon mari. Monter devant. T'exécute puis on a continué notre route. Dans ces cas-là il faut dire oui et en aller. On voit déjà que le discours des ouvertures ne se traduit pas dans les actes puisque c'est un peu la ligne dure qui est représentée dans le gouvernement actuel, et qui commence à appliquer la loi islamique selon sa volonté, c'est-à-dire avec des restrictions pour les femmes. En même temps ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, les femmes peuvent quand même aller à l'université, se parient des hommes certes, en burqa et non plus en jean et en t-shirt comme il y a encore quelques semaines. C'était ça qui était vraiment troublant, de rencontrer par exemple une professeure des universités qui se cachait chez elle et qui m'a gentiment accueilli pour me donner son témoignage très courageux, et à visage découvert. On sent cette peur chez les femmes et il y a aussi une grande partie qui a décidé de résister. Il y a eu beaucoup de manifestations quand j'y étais, même si elles ont été réprimies, et de plus en plus violemment. Tant que le contexte n'est pas le même qu'il y a 20 ans, et ce qui me rend un petit peu optimiste, sans plus c'est que la pression internationale, elle a et que les talibans ne peuvent pas en sortir ils enferment. Besoin de elle et d'international. L'Afghanistan est en train de vivre une crise humanitaire terrible. Et vu des gens qui commençaient à mourir de faim, il n'y a pas d'argent, les banques sont fermées, le pays ne fonctionne plus et les talibans n'arrivent pas avec des caisses de dollars. De l'aide humanitaire doit être organisée, c'est ça la priorité. La seconde, c'est de peser sur eux en leur disant que elle va aussi être conditionnée à leur prise de décision, et que la situation des femmes est aussi des préoccupations de la communauté internationale. Je pense qu'il faut continuer à faire pression sur eux et à discuter avec eux, montrer qu'on suit la situation de très près. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des semaines, voire des mois, où on va sentir la loi islamique peser trop fort sur la condition féminine. Je veux rester un peu optimiste encore pour le moment. Dans un pays en guerre, on sait qu'on ne reviendra peut-être pas, et on perd des amis aussi. Et par exemple, j'y ai perdu des gens avec qui j'y ai travaillé, des amis qui ont été torturés jusqu'à la mort par le régime. Ça, bien sûr, on l'a en tête et on ne l'oublie jamais. Afghanistan, c'est différent. Part avec des témoignages très forts, des personnes qui vous en demandent chaque jour votre aide pour essayer de quitter le pays et on ne peut rien faire. On leur explique qu'on n'est pas ambassadeur, on n'a pas d'avion, on est juste journaliste. On est là pour expliquer ce qu'il se passe et que c'est être important, mais qu'on ne peut pas leur donner un laissez-passer. On sent ce désespoir dans les regards des gens. On part avec tous ces regards et ces demandes d'aide. J'y ai encore des gens que j'y ai rencontrés qui me contactent pour me demander si leurs documents avancent, si je peux les aider. J'y essaye avec les petits moyens que j'y ai mon réseau, mais je comprends bien que maintenant les départs vont être de plus en plus durs. Avec ces images et je me dis qu'il faut que j'y retourne suivre ce qu'il se passe parce que c'est aussi un moyen de faire pression.
Ça donne un peu d'espoir à tous ces gens que j'y ai rencontrés et qui me rient tant tellement qu'on ne les abandonne pas. Mais c'est aussi ma rédaction qui décide. Faut attendre de voir un peu ce qu'il se passe, comment les talibans gèrent leur administration, comment ils s'installent, voir si c'est la ligne dure qui va vraiment gagner jusqu'au bout, est-ce qu'ils continuent d'accepter la presse internationale, et dans quelles conditions c'est expectative et je pense que dans quelques temps oui, il faudra y retourner.